Les Africains, bonjour tout le monde, bonjour l'Afrique. Soyez les bienvenus. On est les Marocains, vous savez bien, on est accueillants. Tout le monde, soyez les bienvenus ici, à Agadir ou bien tout le Maroc. Africa Cup, level up, 25-5-5, AFCON now live, African football alive. Bienvenue au Maroc, ça sera une des meilleures CAN. Et allez les Lions de l'Atlas et allez le Cameroun. We are Moroccans, Messi Americans. We are Africans, Messi Americans. Let's go hit drums. We are here. Pour la nourriture, vous savez bien la cuisine marocaine, il y a du couscous, il y a du trid, il y a du tagine, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses ici. Il y a de rfissa, le trid, oui. السلام عليكم الصحافة ديال الكاميرون، مرحبا بكم ومرحبا بكل الجماهير والفرق الأفريقية. Réalisation intervenant en seconde partie. Oui, c'est une victoire dans la douleur, mais une victoire quand même des Lions de l'Atlas. Ici à Agadir, mais il a énormément plu à Rabat. On a pu voir sur les images les grosses gouttes de pluie puisque vous retransmettez le match. Canal 2 retransmet le match. On a vu les gouttes de pluie. C'était énorme. Il fait extrêmement froid. On a 10 degrés. Avec la pluie, c'était pas du tout évident. Mais déjà, le Maroc avait une grosse pression. Pays organisateur, il devait absolument gagner. Et moi, j'ai compris justement ce pénalty raté qui n'a pas pu être concrétisé. Et le Maroc qui a bien camouflé son jeu dès la première période. Le Comore aussi, qui n'a pas démérité parce que c'est aussi ça. Qui a su se prêter au jeu. Oui, qui a su se prêter au jeu. Aujourd'hui, on ne parle plus de petites équipes. Toutes les équipes se valent. Elles ne viennent pas que participer. Elles viennent montrer de quoi elles sont capables. Et naturellement, c'est une victoire qui ne surprend pas. On s'imaginait quand même un but à une rencontre qui se solde sur le score de 5-0. C'est le Grand Maroc. Aujourd'hui, ce pays, si on veut le dire ainsi, c'est la capitale du football aujourd'hui en Afrique. Donc, on attend beaucoup du Maroc en termes footballistiques sur le plan du jeu. Donc, certains pronostiquaient sur un score fleuve de 5-0 par rapport aux Comores. C'est bien commencé la compétition, mais il y a quand même un petit goût amer parce qu'on revient justement de la fan zone où vous avez fait un direct. Vous voyez bien le regard des Marocains. Il y a comme... C'est un peu très...
mal, faut toujours demander plus. Le Maroc commande très bien la compétition, donne le temps, pays organisateur, victoire 2-0 face aux Comores. Je crois que au fur et à mesure que la compétition va s'enchaîner, la puissance aussi va monter. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et le Maroc la pression va descendre. Oui, va descendre. Parce que c'est le match d'ouverture, il faut faire plaisir. Mais le Maroc aussi bénéficie ce que l'on appelle le 12e jour. Au 12e jour, on le dit, mais on ne le matérialise pas. C'est tout le peuple qui est derrière son équipe. Hein. C'est le supporter, si on veut le dire ainsi, le deuxième supporter le plus chaud au monde. Les supporters du FC Barcelone, de Madrid, de l'Espagne, les supporters marocains sont les deuxièmes. Vous voyez même ici comment on appelle souvent ça les derbies. Les derbies, merci, les derbies. Raja Wydad, c'est le public qui est en feu. On a vu les récentes images encore il y a quelques semaines. Le public est en feu. Vous imaginez tout un peuple marocain. Donc toutes les nations qui vont rencontrer le Maroc aujourd'hui vont totalement être écrasées par le 12e joueur. Et on imagine quand même le Maroc très loin parce que le Maroc reste encore l'un des favoris de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025. C'est évidemment la conquête de la deuxième étoile pour les Lions de Dallas qui s'est ouverte aujourd'hui parce qu'on se souvient, je l'ai dit, si le Maroc s'imposait le 18 janvier prochain, ce sera 50 ans après la première étoile en 1976. Donc c'est une énorme pression, surtout après la finale perdue en 2004 face à la Tunisie. Le Maroc aujourd'hui veut revenir sur le toit du continent. Et ça passe par une phase de poule réussie. Et ça a très très bien démarré avec cette victoire 2-0. On va laisser le Maroc évidemment pour parler des Lions indomptables du Cameroun. Eux, ils vont à la conquête de la 6e étoile. Et je vous propose une toute petite capsule pour planter le décor. Hier, lors du shooting, le shooting d'avant-compétition des Lions indomptables, cette petite séquence a été tournée. Elle dure 30 secondes. Elle vous montre déjà comment les Lions ont faim de cette 6e étoile. 5 étoiles. Number 6 is a mission. Mission 6e étoile entamée depuis l'arrivée à Agadir il y a quelques heures. Dès les premières heures de cette journée de samedi, les Lions indomptables ont posé leurs valises du côté de Tagazout, leur camp de base ici à Agadir. La première séance était cet après-midi-là du lendemain. Et aujourd'hui, on a eu droit à cette seconde séance d'entraînement, mais la toute première ouverte à la pression. On va le voir avec ces images d'entraînement. Daniel Anissé-Boudji, tu as cette séance d'entraînement des Lions indomptables. On les a vus très concentrés sur leurs objectifs. Le groupe est désormais au complet. Christian Kofan est là. Ce qui nous rassure, l'infirmerie affiche néant. Et on a vu un groupe plutôt très soudé, un groupe épanoui, comme on peut le voir sur ces images, des joueurs fiers de se retrouver ensemble, fiers de jouer ensemble. Et c'est ce qu'on attend de voir sur le terrain dès mercredi prochain. Mais, Priscille, on a remarqué juste avant la séance, avant la prière, un éclatement de rire, un éclat de rire. Et toi, ça t'a marqué. Pourquoi? Tu n'avais plus vu ce type d'image ces derniers mois? C'est un fou rire. C'est pas qu'un éclatement, c'est un fou rire parce que on a vu une vingtaine de joueurs rire ensemble. Je sais pas si vous imaginez, mais la sélection nationale, excusez-moi le thème, c'est devenu un peu du n'importe quoi. Ces derniers temps. C'était devenu. Voilà, il y a quelques semaines, on va pas essayer de rouvrir des dossiers fermés, mais c'était devenu un peu, c'était triste, c'était divisé, c'était compliqué, c'était tendu. Et vous savez, on a besoin des résultats, c'est vrai, on a besoin de gagner. D'ailleurs, c'est pour ça que nous sommes là. Nous voulons rentrer le 19 accompagné des Lions indomptables avec le trophée, mais avoir une équipe qui s'amuse autant comme on a pu le constater aujourd'hui, cet après-midi, pour cette première séance ouverte aux journalistes, à la presse, c'était très beau. Parce qu'à partir de ce moment, on comprend très bien que les joueurs sont ensemble et le plus important, c'est s'amuser. Parce que quand on s'amuse, il y a cette cohésion. Et vous savez, on a beaucoup polémiqué sur la nouvelle constitution de cette équipe, des jeunes qui arrivent. On a plus d'une dizaine de joueurs qui font leur première dans la tanière des Lions indomptables. 14 joueurs. 14 joueurs au total qui font leur première dans la tanière des Lions indomptables, qui n'ont jamais frôlé la compétition telle que la CAN. Peut-être qu'ils jouent avec des grands clubs, mais c'est la première. Et la CAN a sa particularité. Donc,
on s'attendait quand même à ce que ça soit compliqué. Parce qu'il faut que la mayonnaise prenne. Chacun vient avec ses individualités. Le coach Pagou lui-même, c'est sa première en tant que coach principal de cette... Parce qu'il y a une différence entre être adjoint avec quelqu'un qui avait une très forte personnalité et aujourd'hui prendre les rênes. Lui aussi, il a une très forte personnalité, mais il a d'abord la première mission de fédérer le groupe. Preuves à faire. Oui, fédérer le groupe et ensuite faire ses preuves. Et aujourd'hui, on a vu un groupe humainement bon. Oui, humainement bon. Ça veut dire qu'il a un discours qui est forcément passé. Il a su parler aux joueurs. Il a su mettre en avant ses priorités et les joueurs l'ont très bien compris. Ils ont priorisé le climat et quand le discours passe, le jeu se fait sur le terrain. Parce que si vous avez l'impression que vous parlez à des joueurs et que ça ne rentre pas, les résultats ne suivront pas. On a très bien vu. Et moi, il y a une image qui m'a marqué, d'ailleurs, je le disais, voir le coach Pagou, sélectionneur entraîneur, porter les sacs et mettre sur le terrain le dispositif. Ce sont des signes qui ne mentent pas. Vous voyez des images, par exemple, sur les pages officielles de la fédération, voir le staff médical technique rire ensemble, faire des grimaces. Ce sont des signes qui ne mentent pas. Et on peut le dire, les gens disent que non, 2017, parce que c'est une équipe jeune, vous savez, en 2017, c'était des no-names. Personne ne connaissait pas tout ce monde. D'ailleurs, j'ai vu un live de Ngandeux qui expliquait ça venait d'équipe nationale. Il était même étonné. Donc, c'était des no-names. Aujourd'hui, bien qu'ils évoluent dans de grands clubs, Kofan, il a Leverkusen, c'est une pépite. Ça fait longtemps qu'on n'avait plus de joueurs camerounais qui évoluent du côté des championnats européens. Ce sont des no-names pour les Camerounais. Ils font penser en 2017. Parce que je le dis toujours, et c'est pour ça qu'il y a la particularité avec les joueurs du championnat. Malheureusement, même si le niveau n'est pas assez élevé, c'est que quand on arrive pour la première fois en sélection nationale, on a envie de tout donner. On a faim. Et on a faim. Et on a envie de prouver. Et c'est ce proving-là, notre expression camerounaise, comme on l'utilise triablement, c'est cette façon de vouloir prouver qui peut permettre à ces individualités de fédérer et de pouvoir créer la sensation qu'on attend tous. Moi, je crois que le premier match contre le Gabon va être décisif. Le deuxième match peut être un tout petit peu compliqué parce que on connaît très bien la Côte d'Ivoire, c'est une champion en titre. Les supporters seront derrière, les statistiques sont à leur faveur. Le Cameroun a connu ses déboires ces derniers mois, donc on a eu une dégringolade sur le classement africain et mondial. On s'attend pas beaucoup et c'est ça qui va tout le monde sous-estime le Cameroun. Je crois qu'il y aura une sorte d'orgueil, de révolte, de frustration bien mélangée qui va permettre à la mayonnaise de prendre et on peut créer la sensation dans cette canne. Et le Cameroun a toujours eu cette capacité-là à surgir au moment où on l'attendait le moins. Ah oui, c'est ça le Cameroun aussi. Ou à s'enfoncer aussi. Parce que ces derniers temps... On peut être positif quand même. Non, il faut être positif, il ne faut pas oublier le passé, le récent passé. Ou au bord de la rupture, on a enfoncé le clou. Donc, cette fois, il faut rebondir et comme quelqu'un dit souvent, quand on est au fond, tout ce qu'on peut faire, c'est remonter. Et là, les Lions indomptables doivent impérativement revenir à la surface après ce long passage à vide, ces derniers mois de turbulence. Il faut le préciser pour le calendrier des Lions indomptables, évidemment. Lundi, ce sera la mise en place tactique fermée à la presse. Mardi, conférence de presse à 10h45 au grand stade d'Adar d'Agadir et la séance d'entraînement en après-midi aux alentours de 18h. Cette fois, du côté du stade où nous étions cet après-midi. Anza. Et on l'a précisé, désormais pour les compétitions comme la Coupe d'Afrique des Nations, la séance d'entraînement, la toute première séance d'entraînement de veille de match, du premier match de poule ne se dispute plus sur la pelouse de la compétition. Ça, c'est ce qu'on faisait lors de reconnaissance. La précédente. Donc, il n'y a plus de reconnaissance de l'aire de jeu. Vous allez juste faire la petite balade quelques minutes avant le match et on va s'en contenter. Donc, la séance d'entraînement de veille de match aura du côté d'Anza en début d'après-midi, en fin d'après-midi ou en début de soirée mardi, mais la conférence de presse est déjà confirmée, c'est à 10h45 au grand stade d'Adrar ici à Agadir. Ça, c'est le programme des Lions. Demain, pas la peine d'aller du côté d'Anza, la séance sera fermée à la presse, fermée au public, parce que les Lions vont mettre en place le dispositif tactique pour affronter cette équipe des Panthères. Mais c'est pas tôt parce qu'on n'est pas sûr de vous avoir demain. Quel pronostic pour ce Cameroun-Gabon? Oh, moi je pars sur un pronostic de 2-0. Hein. En faveur? En faveur du Cameroun, bien sûr. Qui comme buteur? Etaillon, je crois que j'ai fait ce rêve là. Je sais pas si c'est une vision, mais j'avais tellement pensé fort que. Vous faites des prophéties sur Canal 2? Oui, prophéties si vous voulez, prophétie. Moi je crois qu'il y aura une passe de Kofan sur une concrétisation d'Etaillon. Premier but en deuxième mi-temps. La première mi-temps sera compliquée parce qu'on a Aubameyang qui semble être forfait. Je sais pas si c'était confirmé par la fédération. On peut aussi jouer à cache-cache. Cache-cache aussi pour
pour voir donc la première mi-temps, les deux équipes vont essayer de cacher leur jeu. Ça va être un peu tendu, ça va être un peu très compliqué. La première mi-temps, deuxième mi-temps, je crois que le jeu va plus s'ouvrir et peut-être vers la fin, on va avoir une passe de Kofan et Taeyong, concrétisation du but et peut-être matérialiser cette harmonie-là avec un deuxième but. Le Cameroun qui pourra gagner 2-0, pourquoi pas? On n'a pas donné le deuxième buteur. État pour le premier. 2 mots, pourquoi pas? 2 mots pour le deuxième. Pourquoi pas? C'est plutôt très bien pour les fans de foot. Je vous propose de souffler un pronostic aussi, c'est pas tôt. Ouais, je parie pour un 2-1 en faveur du Cameroun. Vous laissez même les Gabonais déjà marquer. Les Gabonais vont ouvrir le score. Ils vont ouvrir le score. Selon moi, ouais. C'est un scénario un peu à la Cameroun, Guinée-Bissau. Ouais. Toujours au Gabon. Deuxième match de poule. Piketty prend un ballon sur le côté, dribble tout le monde et met au fond. On a mené 0 but contre 1. Après avoir fait un but partout lors du premier match de poule face au Burkina. On est tétanisant, on s'est dit on va rentrer au premier tour et derrière Siani égalise pour le 1 but partout, Michael Ngande marque pour le 2 buts. Ne me rappelez pas ce 2017, je crois que je suis passé par toutes les sensations. C'est le même film. Je vous propose de souffler, cette fois on va parler évidemment de la grosse actualité autour du football africain. Depuis hier, le coup de massue est tombé. Le président de cette confédération africaine de football, Patrice Motsepe, a informé le monde que désormais la CAN c'est tous les 4 ans. Et ça frustre la presse, ça frustre les supporters, ça frustre les fans de foot. Et aujourd'hui, notre micro s'est baladé du côté de Rabat. Je vous propose d'écouter les hommes des médias. Ils sont pas tendres. 2 minutes. Un peu surpris par la décision de la CAF de passer la Coupe d'Afrique des Nations tous les 4 ans parce que je trouve moi personnellement que le format tous les 2 ans de la Coupe d'Afrique des Nations ça fonctionnait très bien, ça permettait de mettre en valeur la compétition. Sur les dernières éditions on a vu que la Coupe d'Afrique des Nations montait en puissance en termes d'organisation, en termes de niveau, en termes d'engouement aussi via les médias. Il y a de plus en plus de médias qui s'y intéressent. Tous les 4 ans c'est vrai que ça va donner un peu plus de valeur, mais en même temps c'est pour remplacer avec une Ligue des Nations africaine. Donc décaler la CAN pour créer une nouvelle compétition, faire encore des nouveaux matchs, ça va commencer à devenir illisible pour le football africain. Ça sera organisé comme une Coupe du Monde. On aura moins de compétitions, les joueurs ne seront pas réunis très régulièrement pour avoir un groupe soudé et tout ça. Et nous on a besoin de cette coupe pour avoir une compétition vraiment africaine et réunir tous les pays d'Afrique. Je dirais tout simplement que c'est de la nappe. Et c'est en cela que nous regrettons le président Issa Hayatou. Franchement, je ne comprends pas cette manière de fonctionner de la CAF. Depuis quelques années, depuis l'arrivée de Ahmad Ahmad jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'impression que la CAF marche à reculons. On nous brandit des chiffres de ce que financièrement tout va bien, etc. Mais j'avoue que je suis déboussolé. Les 4 années, moi je ne suis pas du tout d'accord. Nous avons notre identité. Notre identité, c'est 2 ans. Et en 2 ans, un joueur a le temps de se mettre en exergue. Mais imaginez 4 ans, il y a des présidents de fédérations qui peuvent ne pas jouer la CAN. Parce que vous voyez, s'il vient 3 ans avant l'organisation d'une édition et qu'après son pays ne se qualifie pas pour la CAN, donc il atteint l'année d'après la CAN, il s'en va. Donc vous savez, il aura servi à servir le pays pour rien. Aujourd'hui, on connaît tous qu'on n'a que la CAN comme une compétition majeure aujourd'hui qui permet de réunir l'Afrique, qui permet aussi aujourd'hui de voir les Africains s'épanouir. Et la CAN, c'est pas seulement une levier sportif, mais une levier aussi économique qui permet certains pays africains qui ne sont pas aussi développés en matière d'infrastructure, les stades, les routes, les hôtels et tout. Aujourd'hui, quand vous organisez la CAN, ça vous permet économiquement de se relever, d'accueillir toute l'Afrique et de se préparer. Donc pourquoi aujourd'hui la FIFA veut amener la CAN à 4 ans? On a beaucoup de questions à se poser. Et pourquoi la CAF a pu accepter ces 4 ans? On a beaucoup de questions à se poser, mais en tant que journaliste aujourd'hui, on n'aimerait pas voir la CAN chaque 4 ans. On veut voir la CAN chaque 2 ans. Là, il y a les confrères qui sont là, il y a le football africain qui sont. Le football africain est encore sous le choc depuis hier, Priscille. On est un peu dépassé. On a l'impression que ça arrivait sans prévenir. Le comité exécutif peut-être de la CAF n'en a pas discuté. Comment on fait pour en arriver là à cette Coupe d'Afrique des Nations tous les 4 ans? Patrice Motsepe a presque fait du Motsepe. Mais depuis que Patrice Motsepe est là, on a l'impression que il y a une image sur la toile quand même qui
qui a circulé où on voyait l'un de nos frères nettoyer la veste de Motsepe. J'ai l'impression que c'est la même chose que fait à Gianni Infantino. Parce qu'il y a des décisions qu'il prend depuis qu'il est là, on a l'impression qu'il sert plus des intérêts de la FIFA que les intérêts du continent africain. Parce que on parle de la CAN aujourd'hui. La CAN, c'est pas qu'un mouvement sportif. C'est pas que la grande messe du football africain. La CAN aussi, c'est un vecteur de développement. C'est un vecteur, que ce soit sur le plan économique, santé, sur le plan de la santé et même sur le plan du tourisme. Donc aujourd'hui, les fédérations n'ont pas les moyens d'attendre 4 ans pour une édition de la CAN. Parce que ce sont ces subventions apportées lors des compétitions telles que la Coupe d'Afrique des Nations qui permettent aussi aux fédérations de survivre. Parce que la question est même sur le plan de la planification. On a 4 ans la CAN, on a 4 ans la Coupe du Monde. Comment est-ce que ça va se jouer? On n'a jamais pu respecter ce plan, cette planification qui avait été faite pour permettre à la Coupe du Monde de se dérouler ce mois de juin. On a tellement tourné avec ces années impaires, on croyait avoir résolu le problème Coupe du Monde, mais ça n'a jamais été. Après, on vous parle de pluviométrie. Aujourd'hui, il y a une forte critique qui est faite sur la planification de la CAN en décembre à cause du froid. Elle aurait été plus belle quand vous voyez les images, le paysage, elle aurait été plus belle en saison sèche, mais on a tenu compte de la Coupe du Monde. Donc, on a l'impression Coupe du Monde des clubs. On a l'impression que les événements africains passent toujours en second quand il s'agit de la FIFA. Vous vous imaginez déprogrammer une compétition telle que l'Euro parce que la FIFA pense que c'est ça ou non, c'est pas possible. On prend en compte la décision. Et on le dit toujours, le continent africain est le continent qui doit parler, à qui qu'on doit pas chiffonner. On a 52 fédérations qui sont fonctionnelles. 54 fédérations, merci. Sur plus de 280 pays qui sont membres de la FIFA, on a 54 fédérations. La répartition de la carte mondiale, vous avez au moins 10 répartitions. Ça veut dire que l'Afrique en elle seule a la capacité de déterminer qui sera d'influencer le vote du prochain président de la FIFA. Mais on a l'impression qu'on subit la pression de la FIFA et c'est un laisser-aller totalement. Et vous avez posé votre question, je pense que s'il y avait eu, si cette décision avait été évoquée lors du comité exécutif de la CAF, récemment au Congo, on aurait eu des rumeurs parce que tout le monde a ses sources, les journalistes sont infiltrés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir cette information-là, est-ce que ça a été une décision unilatérale? Est-ce que c'est juste les membres du COMEX de la CAF qui ont pris cette décision? Est-ce qu'on a pensé aux fédérations? Est-ce qu'on ne devait pas passer par l'Assemblée générale? L'Assemblée générale, que ça soit un vote pour que les présidents de fédérations décident. Parce que je peux vous dire, on est à Rabat, on a pu contacter quelques présidents de fédérations qui ne sont pas du tout d'accord avec ces décisions. C'est un très gros manque à gagner pour les fédérations et même pour les journalistes. Et même pour le développement du football en Afrique. Et l'autre grosse info, c'est que si la CAN passe à 4, le record de Rigobertson ne sera jamais battu, celui de 8 participations à la CAN. Parce que rassurez-vous, vous pouvez pas avec une compétition tous les 4 ans. 8 ans, c'est la carrière d'un joueur africain, c'est 10 ans. C'est pas possible. C'est pas possible d'avoir un autre qui va battre ce record. Ça devient compliqué. De grands joueurs peut-être en Afrique qui n'auront pas peut-être la chance de participer à une CAN parce que si vous la loupez cette fois, la prochaine c'est 8 ans plus tard, 4 ans plus tard, c'est compliqué. Donc c'est 8 ans à blanc et c'est presque toute une carrière qui peut se jouer comme ça. Qui tombe à l'eau. Ouais, donc c'est une décision qui ne plaît pas à l'Afrique et on espère, surtout qu'on n'a pas des championnats très développés. On nous crée une Ligue des Nations, on tue le CHAN. On enterre une deuxième fois Issa Hayatou. Mais oui, et je crois que c'est la raison pour laquelle Issa Hayatou était un peu combattu et on commence à le comprendre. Vous avez vu ce confrère, je crois, maghrébien, qui l'a très bien dit, qu'aujourd'hui ils comprennent pourquoi Issa Hayatou était autant combattu. C'est que Issa Hayatou, c'était d'abord un panafricaniste. Panafricaniste, c'est pas toujours critiqué à l'Occident. C'est-à-dire que c'est mettre en avant les valeurs africaines. Il a toujours défendu les valeurs du continent africain. Et protéger les intérêts de l'Afrique. Protéger les intérêts de l'Afrique. C'est-à-dire que quand Issa Hayatou était là, on avait l'impression que l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest était mise en avant, mais c'est qu'ils comprenaient que ces pays-là sont sous-développés par rapport à l'Afrique du Nord. Donc, on avait la chance d'avoir des compétitions pour nous permettre de développer. Aujourd'hui, avec le CHAN qui meurt, qui permet aux clubs amateurs, parce que la majorité des clubs, si vous avez 54 fédérations qui sont fonctionnelles, vous avez au moins 38 qui sont dans le noir. Avec le CHAN, on avait la possibilité de mettre en avant les joueurs qui évoluent sur le plan du local. Oui, le plan local. Même ces pays parfois en retrait. En retrait. Et les transferts, ça se faisait. On a vu le nombre de recrutements qu'il y a après le CHAN. On a vu combien de joueurs camerounais ont pu effectuer les transferts, même sur le plan africain, après le CHAN. Donc, que signifie cette Ligue des Nations?
qu'est-ce qu'elle représente en termes de développement? Est-ce qu'on a les moyens? Est-ce qu'on a même les de jouer moyens entre nations africaines et de créer des sous? Regardez la difficulté. Parce que les matchs amicaux, ça rapporte aussi. Ça rapporte de l'argent. Regardez la difficulté qu'ont les pays à organiser la CAN. Ne voyez pas le Maroc aujourd'hui. Moi, j'ai dit le Maroc, vous allez voir les reportages que vous allez produire. Le Maroc, c'est un cas à part. Ouais, non, je cherche le mot encore, je ne sais pas s'il existe. On se croirait pas en avant. Mais les autres éditions, même la Côte d'Ivoire a eu de la peine à finaliser l'organisation de sa CAN. D'ailleurs, le niveau n'était pas le même sur tous les sites. Donc, et c'est la réalité des pays africains. C'est-à-dire que quand on ne voit pas l'Égypte, le Maroc, on s'est dit non, c'est la réalité comme africaine. Non, la réalité africaine, on peine parce que parfois les dirigeants ne comprennent pas qu'aujourd'hui le football est un vecteur de développement. Que vous le voulez ou non, c'est le cas. Donc, ça va être très compliqué quand même. Évidemment, on espère avoir de meilleures nouvelles pour le football continental. Cette CAN à 4, à partir de 2028, ça passe pour l'instant très mal. Et il faut encore y penser parce que le football africain a besoin de cette compétition de phare, de cette fête continentale. Tous les 2 ans, c'était devenu une habitude, plus qu'une habitude. C'était devenu une question de vie pour notre football sur le continent. Je vous propose évidemment de prendre le calendrier de la journée de lundi avec la suite de la compétition. On a 3 matchs demain. Mali-Zambie, Daniel Boudjé. Mali-Zambie, ce sera au stade de Casablanca, Mohamed V. À 15h. Égypte-Zimbabwe, évidemment. Ici, même à Agadir, ce sera à 21h. Et on a un autre match, Afrique du Sud, Angola. Cette fois, c'est à 18h. C'est la 3e rencontre demain à suivre. Mais celle qui nous intéresse, évidemment, c'est la rencontre du stade d'Agadir, demain à 21h, entre l'Égypte et le Zimbabwe. Aujourd'hui, vous étiez face aux acteurs de cette rencontre, les entraîneurs et les capitaines de ces 2 équipes, évidemment, pour s'exprimer lors des conférences de presse d'avant-match. On écoute l'élément en 1 minute et 30 secondes. Recordement de titres en Coupe d'Afrique des Nations. Avec 7 sacres, les Pharaons entrent en lice ce lundi 22 décembre au grand stade d'Agadir face au Zimbabwe. Une rencontre très attendue dans le groupe B, tant l'écart semble important entre les 2 sélections au classement FIFA. Confiant mais prudent, le sélectionneur égyptien s'est montré satisfait de son groupe en conférence de presse d'avant-match ce dimanche, mettant en avant la cohésion, l'expérience et la qualité technique de ses joueurs. Je suis chanceux d'avoir des joueurs de haut niveau comme Mohamed Salah et d'autres. Tous les joueurs qui sont en Égypte comme Mostafa Mohamed et ceux qui jouent dans les pays arabes comme Mohamed Fatih, Rami Rabia et Ibrahim Adel. Je suis très heureux du groupe que j'ai. Les joueurs sont bons techniquement, comportement. L'Égypte doit être toujours à la pointe de tout, surtout en football. Je pense que le chiffre difficile que l'Égypte a atteint, 7 titres en CAN, est difficile à battre. Et j'espère que nous en ajouterons en 8e. Car j'aime le peuple égyptien, je suis l'un d'eux et je veux les aider à faire une bonne compétition et à concourir pour le titre. En face, le Zimbabwe refuse le rôle de figurant. L'équipe est venue pour rivaliser. Conscient de la force égyptienne, le technicien roumain croit néanmoins en la capacité de ses joueurs à créer la surprise. It's to put to practice what actually we've been training. I think that's what we can get. And is to get the maximum of our players we have, to put to practice our strategies, and we hope that one that they're going to come good. Verdict ce lundi soir à 20h GMT, 21h local, pour l'un des shows les plus attendus de cette première journée de CAN 2025.
les images évidemment de la fan zone et de commenter cette effervescence ici à Agadir autour de cette première rencontre des Lions de l'Atlas. On va d'abord prendre cet élément évidemment de ce supporter anglais parce que les gens sont partis de tout le monde. Agadir, c'est d'abord une ville touristique et ils sont partis de partout. On a rencontré ce supporter anglais qui est venu et qui veut juste voir des matchs de foot. Il nous a dit Zimbabwe, j'ai vu sur l'affiche Zimbabwe-Égypte, je veux voir le match et je cherche d'autres tickets. Si c'est disponible, je vois n'importe qui, même si c'est le match du Cameroun, je serai preneur. J'ai quelques jours ici et je vais en profiter pour vivre ces rencontres parce que j'aime le foot. Et ils sont nombreux comme ça, ces touristes venus de par le monde qui vont vivre la Coupe d'Afrique des Nations. Je propose d'écouter ce supporter anglais. Il s'exprime évidemment en langue de Shakespeare et il nous présente cette passion qu'il a pour le football. Et il parle surtout des Lions indomptables du Cameroun et de Roger Milla, la légende. Dans les multiples marches, évidemment, nous avons rencontré un supporter atypique. Il vient d'Angleterre, il soutient Leeds United. Il va nous raconter son histoire. Aujourd'hui, il est à Agadir. Hello, how are you? I'm very well, thank you. And we are looking forward to the start of the African Cup. And may the best team win. Okay. We start small. What's your name first? Martin. Martin. Where are you coming from? I am from near Whitby, which is near York, in Yorkshire, in England. And you support? I support Leeds United. Okay, in the Premiership. But you come here, you are looking for tickets to watch matches. I have tickets to see Egypt and Zimbabwe on Monday. And then hopefully we can get more tickets for then the other games. And the price is very good. What do you know about Cameroon? Not a lot about Cameroon, but they are good. I remember Roger Milla in the World Cup, and he used to go round the corner flag when he scored a goal. Yes, back in the day. What do you think about African Cup of Nations? African Cup of Nations has been going since 1957, which is a very long time. That is before I was born. I was born in 1959, so that means it will be maybe 68 years it has been going, and it is very good. And people of the world should unite and love football, regardless whether it's Africa, England, Portugal, Germany. It brings people together, and they should have love for each other. And what do you think about Agadir? Agadir is good. We have been here before. We are here for 28 nights in Agadir. We have been to Marrakesh, we've been to Fez, been to Anza, and the people are very warm and humble. Very good. What do you think about Morocco? Morocco is good. Morocco is, I know it is a third world country and it is very, very poor in places. But everywhere in the world you have people that have money and they think they are better than other people, but they are not. Okay. And for you, who will win the AFCON? Pardon? Who will win the AFCON? I hope Cameroon. Thank you so much. No, Cameroon, because Roger Milla, back in the day in the World Cup. Thank you so much. Thank you. It's grateful. Thank you so much. Peace and love. Very good. Peace and love. Peace and love. On l'a remarqué. À Agadir, il y a énormément d'étrangers, des Français, des Britanniques, des Américains, et qui veulent vivre cette fête avec nous. Vivre cette fête et surtout beaucoup qui ont hâte de voir les Lions indomptables, parce que ce n'est pas qu'à Agadir, du côté de Casablanca aussi, nous avons rencontré pas mal de Marocains et d'autres de supporters, de fans d'autres nationalités qui sont très fans des Lions indomptables du Cameroun et de Roger Milla et de ceux de la génération 80-90 et ce fameux mouvement de rein de Roger Milla, toujours repris à chaque fois par des fans que nous avons rencontrés dans les rues. Surtout les plus de 50 ans. Le grand défi pour le Maroc sera de nous remplir les gradins pendant les matchs au Maroc. Oui. Notamment demain dans ce choc ici à Agadir entre l'Égypte et le Zimbabwe, on aimerait bien voir les gradins garnis de supporters marocains qui aiment le foot. Il y a quand même une particularité avec les équipes maghrébines, c'est que elles sont présentes quand il s'agit de leur équipe. Non, le stade sera, il y aura du monde pour on l'a vu au Cameroun, on l'a vu au Cameroun avec l'Égypte. Oui, c'était totalement vide. Donc il y aura du monde quand même en Égypte, mais le défi sera les matchs de l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire le Gabon, le Mali, Zambie demain.
demain, Mali-Zambie. Il faudra trouver du monde. Mais le Maroc a quand même une particularité parce que c'est ma deuxième fois ici. Contrairement aux autres pays où j'étais en Algérie, ils sont hospitaliers. C'est-à-dire qu'ils sont hospitaliers, ils sont très ouverts. Ils sont ouverts à l'Afrique, ils sont ouverts à d'autres cultures. Donc ils ont ce goût de la découverte. Je crois qu'ils vont venir parce que quand vous voyez l'actualité sur la vente des pieds, ça tourne. Hier déjà devant le stade d'Agadir, ils étaient nombreux à se bousculer pour arracher les tickets. Pour prendre des tickets. Donc maintenant, on parle toujours de cet handicap pour cette CAN, c'est le froid. Parce que le climat. Oui. Ces matchs de 18h à 21h. 21h, c'est compliqué aussi. La majorité des pays, c'est les tropiques, c'est la chaleur maintenant. Et arriver à cette cassure directe. Un stade comme celui d'Adrar, ici, joue à 21h, comme cette affiche entre l'Égypte et le Zimbabwe. Demain, 21h, stade complètement ouvert. Complètement ouvert. Ça va pas être facile. C'est cassant. Ça dit même pour nous, lors de la séance d'entraînement ouverte à la presse, c'était très compliqué. Oui, ça se ressentait même dans vos voix. Imaginez maintenant le match la nuit. Je crois que c'est la plus grosse difficulté en fait de cette CAN. Mais dans l'organisation, vous voyez comment le Maroc s'est battu pour organiser sa CAN. On a nos goûts à nous. C'est pour ça qu'on peut penser que c'est un peu froid, c'est timide. Mais dans le fond, s'ouvrir de cette façon, réussir autant, c'est bien. Regardez même les fan zones. Justement, on peut le voir avec les images d'Anguerantoa, cette fan zone en vue aérienne, avec du beau monde. Et même quand on quittait la fan zone pour venir préparer cette émission, les gens arrivaient en dizaines, en centaines. Ils se sont déplacés des quatre coins d'Agadir pour aller vivre le match là-bas. Pourtant, ils ont des télévisions à la maison. Oui, on a l'impression que c'est de la boîte de nuit ouverte qu'on a ramenée boîte de nuit à ciel ouvert sur les plages. Et quand vous comparez un peu, il faut bien préciser que c'est une plage. C'est la plage d'Agadir. Si on avait fait la même chose au Cameroun, ça aurait été pareil. On aurait eu des gens à Kribi ou à Limbé avec des écrans géants. Vous avez l'impression que vous allez assister à un concert de Rihanna. Moi, ça raffole. Ou de Mercy Johnson. Aujourd'hui, c'est ça. Ils ont réussi à mettre le côté attractif et le sport. Donc, je crois qu'ils ont les bons codes pour cette CAN et que ça peut marcher. Et ce qu'on a remarqué, à peine la première image des joueurs, c'était l'euphorie. Tout le monde s'est mis à crier. Dès qu'ils ont vu l'image des joueurs sur l'écran géant, c'était l'euphorie. C'est aussi ça, cette fête du foot qu'on veut. Mais il y a une particularité pour cette CAN et que pour nous qui avons vécu les éditions précédentes, c'est que d'habitude, la CAN, les deux poules disputaient leur match sur le même stade. Ça faisait que quand le premier match était en cours, donc quand vous preniez un ticket pour un Cameroun-Guinée, par exemple, du côté de la Côte d'Ivoire, on est à Yamoussoukro, vous avez l'opportunité de voir le second match de cette poule, c'est-à-dire Sénégal-Gambie. Du moins, vous arriviez pour Sénégal-Gambie, parce que ce jour-là, lors de la première journée, c'était d'abord Sénégal-Gambie et après Cameroun-Guinée. Donc, quand on entrait, les Sénégalais et les Gambiens sortaient. Et pas nécessairement. Donc, on pouvait bénéficier. Le premier match, en deuxième partie, pouvait bénéficier du public du second match. Et le second match, en première partie, pouvait bénéficier du public du premier match. Ça faisait que ces petits stades de 20 000 places étaient presque toujours pleins entre la fin du deuxième match et le début du deuxième. Entre la fin du premier match et le début du deuxième match. Cette fois, le Maroc a fait comme à la Coupe du Monde. Chaque équipe reçoit un match sur un site. Donc le Cameroun qui va jouer, par exemple, le Gabon sera seul mercredi à Agadir et le second match sera sur un autre site. Ça aussi peut être un handicap pour le public africain. Mais oui, vous pouvez avoir raison, mais il faut bien comprendre que la Confédération africaine demande 6 stades. Le Maroc en a proposé 9. Justement. Oui, parce que le Maroc aussi est déjà en train de préparer sa Coupe du Monde 2030. Beaucoup de gens ne le comprennent pas. Le Maroc n'est pas porté sur la CAN. C'est juste un tout de C'est nous qui voulons les supporters. Eux, ils sont en train de tester le stade pour la Coupe du Monde. Ils sont en chantier, pas pour la CAN, parce qu'ils sont prêts pour la CAN, ça se voit, ça se démontre. Tout ce qu'ils font, c'est la préparation de la Coupe du Monde de 2030 avec l'Espagne. Donc le Maroc aujourd'hui, c'est vrai, on peut ne pas avoir beaucoup de monde au stade, mais ils sont dans l'optique déjà de la Coupe du Monde, ils sont projetés. C'est pour ça qu'ils ont réussi à avoir l'organisation de la CAN U17 sur 5 ans, l'organisation de la Coupe du Monde féminine U17 sur 5 ans, l'organisation de la CAN féminine sur 2 ans, l'année dernière et cette année.
Ils sont dans la routine afin de mieux se parer pour la Coupe du Monde. Et s'ils réussissent le pari, ça sera pas comme l'Afrique du Sud qui a organisé en 2017, qui est totalement morte, en 2010 et qui est totalement. Ils vont se lancer, ils vont se projeter, parce que quand vous les voyez, vous sentez qu'ils veulent donner, ils veulent décider du football africain. Et cela se voit à travers les infrastructures. Il y a eu cette polémique entre le Maroc et l'Égypte quand on parlait de la délocalisation du siège de la Confédération africaine de football. Ils ont un siège de la FIFA au Maroc. Ils ont un siège de la CAF au Maroc, bien qu'il ne soit pas officiel. C'est pour vous dire que le Maroc est déjà en train d'embrigader le football et ils savent où ils vont. Donc je crois qu'ils sont dans la logique de la Coupe du Monde. Oui, le public africain devra se mettre au pas. Voilà. Parce que si avant, pour un Cameroun-Sénégal, on pouvit bénéficier du public du match précédent, aujourd'hui, il faudrait qu'on se cultive à remplir nos stades dans un match 100% Cameroun-Gabon, par exemple, sans compter sur le public de Mozambique-Côte d'Ivoire, qui sera le match du même jour pour ce groupe. On ne pourra plus avoir ce public. Et c'est pas toujours facile parce que les supporters devront se déplacer sur plusieurs centaines de kilomètres. Oui. Il faudrait que l'Afrique se mette au pas. Et ça, c'est pour interpeller aussi les autorités camerounaises, qu'on doit se mobiliser. On a vu des Gabonais qui sont en train de préparer des charters pour arriver ici à Agadir. Pour Cameroun, pour l'instant, c'est un peu fou. On ne peut pas dire que ça ne sera pas fait. On a encore 2 jours pour tout préparer, mais il faut tout mettre en place pour que les gens quittent Tanger, Rabat, Casa, Fès, Marrakech pour venir à Agadir pour le premier match, ensuite aller à Marrakech pour le second et revenir à Agadir pour affronter le Mozambique. Oui, c'est vrai. Allez-y. Oui, c'est vrai ce que vous dites, Mirabeau Mahop, c'est vrai, parce que c'est vrai que le match Cameroun-Côte d'Ivoire, c'est l'un des matchs les plus attendus. Les plus attendus après le Maroc, après le match du Maroc. On sait très bien, c'est des rivalités entre le Cameroun. Et aussi parce que en Côte d'Ivoire, ici au Maroc, les plus grandes nations qui sont là en termes d'expatriés, ce sont les Camerounais, les Ivoiriens. On les appelle généralement des beaux ailleurs. Et aussi dans cette tranche-là, vous avez des étudiants. Donc je crois qu'il y a une véritable politique qui a été mise sur pied par les autres pays pour déplacer ces étudiants et les beaux ailleurs les beaux ailleurs, ce sont des gens qui ont quitté le pays. C'est l'immigration clandestine. Les aventuriers, l'immigration clandestine. Donc peut-être c'est aussi un cri qui est lancé à la Fédération camerounaise de football ou au ministère grâce ou à l'État du Cameroun. Parce que quand on parle ministère, c'est l'État du Cameroun. On a une représentation diplomatique ici au Maroc, à l'ambassadeur, de prendre des dispositions pour le transport de ces Camerounais qui viendront de Casablanca, de Rabat. C'est d'ailleurs le cri de cœur qu'ils ont lancé il y a quelques jours. Oui, voilà, d'ailleurs que vous avez diffusé sur Canal International. Aujourd'hui, on a envoyé le Cameroun à Agadir parce que c'est une ville touristique, c'est très éloigné, c'est 300 km de Casablanca. Ça va pas être évident. Plus de 400 km. Plus de 460 km. Voilà. Et il faut aller à Marrakech pour le deuxième match, revenir à Agadir. Si on réussit à traverser le deuxième tour, on peut vous dire que vous allez, je sais pas moi quoi, à Fès. Par exemple, Fès, c'est encore plus loin. Ou Tanger. Donc, et c'est ça qui permet aussi à ces villes de vivre la compétition qu'est la CAN. Donc, les autorités camerounaises doivent se mettre en place pour donner des tickets de transport à ces jeunes ou des bus pour les permettre de se déplacer pour soutenir nos temps parce qu'il en va de la responsabilité. C'est plus encourageant de voir 2000 personnes au stade que de voir 100 personnes avec agiter quelques drapeaux. On s'était déjà plaint lors des barrages intercontinentaux, les barrages de la Coupe du Monde pour la zone Afrique, parce qu'on n'est pas allé jusqu'aux intercontinentaux. Les barrages intercontinentaux, évidemment, c'est en mars prochain. Mais on s'était déjà plaint parce qu'on avait trouvé les Congolais plus soudés, plus mobilisés, les Camerounais un peu en minorité, et on ne veut pas revivre ça dès mercredi face aux Panthères. Il faut bien qu'on entende la voix du lion dans les gradins, parce que le 12e homme, il peut pousser l'équipe à la victoire. Mais c'est une évidence. C'est-à-dire que je parlais tout à l'heure des pays de l'Afrique centrale qui sont très présents au Maroc. Vous avez le Gabon, la Côte d'Ivoire, les Congolais aussi, les Maliens, les Sénégalais surtout. D'ailleurs, il y a un marché, c'est qu'on appelle marché sénégalais à Casablanca, à la Médina. Donc, toutes ces nations africaines qui vont se retrouver de l'Ouest, l'Afrique centrale, il y a une forte communauté. Maintenant, on va se démarquer au niveau des moyens que nous mettons sur pied pour mobiliser tous ces supporters-là. Nos supporters à pouvoir venir au stade. Parce que oui, on a payé les tickets face au match Cameroun-Côte d'Ivoire. C'est une rivalité. C'est une curiosité. Ça peut être une rivalité. C'est la belle famille, comme on dit souvent. Mais face au Gabon, on n'en parle pas beaucoup. Le Mozambique, on n'en parle même pas. Donc, c'est aussi bien de jouer, mais c'est encore mieux de se faire porter par les supporters.
Évidemment, comptez sur ses supporters pour cette première sortie ce mercredi du côté du stade Adrer de Agadir. Le Cameroun sera face au Gabon. Un peu les retrouvailles, souvenez-vous, de 2017, de 2010. En 2010, déjà, on affrontait le Gabon lors de notre premier match de la CAN et c'était défaite 0 but contre 1. En 2017, c'était le 3e match de CAN. Match difficile. Difficile, 0 but partout du côté du stade d'Angondje de Libreville. Qualification pour le second tour et derrière, c'était la route pour le sacre. Cette fois, pour les retrouvailles entre les deux équipes, il faut lever le ton pour déjà envoyer un signal fort au groupe, parce que comme tu l'as dit, c'est le match où il y a le plus de pression, mais c'est le match que si on gagne, on est quasiment au second tour. Aujourd'hui, avec cette compétition à 24 pays, une victoire dès le premier match vous assure presque à 60% une qualification pour le second tour. Derrière, on peut gérer face à la Côte d'Ivoire et assurer une autre victoire face au Mozambique et se retrouver, je sais pas, à 6 ou 7 points, dont le plus difficile aujourd'hui, c'est de réussir cette entrée, parce que si on loupe cette entrée et qu'on amplifie le doute face à la Côte d'Ivoire, on peut miraculeusement se retrouver, c'est pas ce qu'on souhaite, avec 0 point lors du 3e match. Et ça, c'est le scénario le plus scandaleux. Daniel, vous n'y pensez pas? Non, je n'envisage pas quand même. On n'envisage pas. Ce sont quand même les lions indomptables du Cameroun. Ok. Ouais. Mais vraiment, envisageons le côté positif. Le côté positif, c'est qu'on se retrouve avec 7 points, j'en ai parlé. Mais je dis, si on loupe notre entrée face au Gabon, dans une équipe qui a toutes ses preuves à faire, avec un nouveau coach, de nouveaux joueurs, face à la Côte d'Ivoire, la pression. On pourrait se retrouver tout au moins avec un point. On a quand même pas. Ce match face au Gabon, vous l'avez dit à l'entame, il est important. Il est important. C'est que on sort d'une crise, et ça on peut pas l'ignorer. Une crise entre les instances. Une longue crise de 2 ans entre les instances qui dirigent notre football, la fédération, le ministère des Sports, qui dirige notre football. Ça a été très compliqué, où il y avait une guerre sur la gestion de l'équipe nationale et elle affectait les joueurs au point où parfois ça se décidait aussi avec les joueurs et ça affectait le football. Maintenant, le coach qui est là, qui vient dans cette compétition, est sous les feux de projecteurs. Il a l'obligation de rédemption. Ça passera ou ça cassera. Et ça, c'est une analyse froide. Ça passera ou ça cassera. C'est-à-dire que c'est son baptême de feu, ce match contre le Gabon. Et ça va déterminer la suite de l'aventure parce que on peut critiquer les Lions comme on veut. On a un pays qui aime son équipe nationale. C'est-à-dire que vous écoutez les gens vous dire non, je ne vais plus écouter, regardez ces Lions, c'est terminé. Mais dès qu'il y a une défaite, ce sont les premiers à critiquer. Donc, si on ne passe pas contre le Gabon, les critiques seront très fortes qui pourront déstabiliser. Parce que c'est ça le mauvais côté, qui pourront déstabiliser l'équipe. Mais pour l'entame, moi je crois que le pire scénario serait un match nul. Mais je pense à une victoire du Cameroun et je pense fortement dans mon esprit. On a les armes. Oui, on a les armes, on est jeunes, on a des jeunes qui se découvrent. Mais la difficulté... Il n'y a pas que les jeunes. Je ne sais pas vous couper, mais il n'y a pas que les jeunes. On a Brian Mbeumo, offensivement parlant, qui est une riche expérience. Lui, il a un peu plus de 25 ans. Oui, mais aujourd'hui, il a une riche expérience avec les Lions indomptables. Il a participé à la Coupe du Monde, donc lui aussi peut donner le ton, même défensivement parlant. On a Epassi comme gardien de but, le meilleur joueur lors de ce choc face au Brésil en 2022, qui peut aussi donner le ton depuis la base. On a Christopher Wo qui a gagné en expérience avec cette équipe. On a sur le côté Noun Tolo qui est aujourd'hui l'un des capitaines et même Christian Bassongo. Je suis d'accord. Donc ce mélange entre ces expérimentés et ces jeunes peut nous donner toutes les armes pour s'imposer. Qui n'avait pas toujours la voix, parce que Brian Mbeumo, il n'avait pas toujours la voix. Je suis d'accord. Lors des précédentes saisons. C'est pour ça que je parle d'une équipe jeune, une équipe fraîche, rafraîchissante. Parce qu'on avait ces joueurs qui ne portaient pas, qui ne parlaient pas. Brian Mbeumo, c'est maintenant que vous vous rendez compte que c'est lui qui porte l'équipe. C'est le patron maintenant. Et ça se voit lorsqu'ils vont aux entraînements, sur les dernières sorties. Et vous savez très bien, parce que vous avez suivi les gens plusieurs fois, il y a des coachs qui ne mentent pas. C'est lui le patron. Donc c'est lui qui parlera maintenant. Mais on ne peut pas parler de la voix de Brian Mbeumo lors des années précédentes. Il était important, mais il ne décidait pas. Parce qu'en équipe nationale, c'est aussi ça. Vous pouvez être bon, mais vous n'êtes pas dans la ligne décisionnelle de l'équipe nationale. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est pour ça que j'ai pas été très dur avec ces Lions quand ils sont levés à minuit pour faire le communiqué. C'est que quand les capitaines décident, même si vous êtes d'accord pas, vous êtes obligé de suivre. Donc aujourd'hui, on va dire le fusil a changé d'épaule. Le pouvoir est différent et ils sont jeunes. Ils ont des idées nouvelles. Ils veulent aussi inscrire le nom. Brian Mbeumo évoluait sur le joug des joueurs qu'il avait trouvés et qui étaient là depuis au moins une dizaine d'années. Aujourd'hui, il va décider, Magri va décider, Etaillon va décider. Ils ont le mot à dire et la manière de décider, c'est ce premier match. On les attend au tournant parce que le choix qu'a fait David Pagou, c'est de dire
je vous fais confiance et je mets de côté ceux qui étaient là depuis. Parce que l'expérience aussi compte dans des compétitions telles que la CAN. On ne peut pas refuser cela. C'est pour ça que je pense qu'il s'est entouré des joueurs qui avaient une expérience, comme vous avez dit. Mais maintenant, ça passera ou ça cassera. Pari risqué. Et si ça ne passe pas, moi je pense que ça passera. Les critiques vont tellement être fortes, déjà qu'elles ont été très fortes. Dès la liste. Dès la liste, elles ont été très fortes. Mais on peut toujours dire que toute liste est contestée. Donc ça passera, et si ça passe, et comme ça passera, je crois que les choses vont derrière, ça sera plus facile. Oui, ça sera plus facile. Moi je vois pas le match Cameroun-Côte d'Ivoire vraiment compliqué. Le match le plus compliqué, c'est contre le Gabon. C'est contre le Gabon. Oui, c'est le match parce que ça va déterminer, ça va déterminer. C'est le match clé pour victoire forceps contre le Gabon ou match nul, une victoire contre la Côte d'Ivoire, une victoire contre le Mozambique, et on passe au second tour. Mais je sais qu'il y aura du beau jeu quand même. Il faut surtout que les joueurs se lâchent et qu'ils oublient tous ces mois passés dans le tumulte et les cris, et qu'ils jouent au foot, ils se lâchent. Et je crois que c'est le plus important face à cette équipe du Gabon. C'est le premier match de la Coupe d'Afrique des Nations, et je vous la racontais, cette histoire des premiers matchs du Cameroun en Coupe d'Afrique des Nations en 2023 du côté de la Côte d'Ivoire. C'est match nul face à cette équipe de Guinée. L'édition précédente à la maison contre cette formation du Burkina Faso, c'est victoire avec un doublé d'Aboubacar Vincent. En 2019, c'est victoire contre la Guinée-Bissau. Cette fois, on était en Égypte. En 2017, je vous l'ai dit, c'est un match nul contre le Burkina Faso, un but partout avec un coup franc de Benjamin Moukandjo. En 2015, c'est match nul face au Mali, un but partout avec une égalisation d'Ambroise Yongo Bitolo. 2013 et 2012, on n'était pas à la CAN, et 2010, c'était cette défaite 0 but contre 1 face à cette équipe du Gabon. En 2008, c'était défaite 2 buts contre 4 face à l'Égypte. Derrière, on avait fait finale. En 2006, c'était victoire lors de ce premier match avec 2 buts marqués du président de la Fédération camerounaise de football, aujourd'hui attaquant à cette époque. Il avait terminé meilleur buteur de cette CAN alors que le Cameroun était éliminé en quart de finale. Dans cette histoire des premiers matchs de poule, souvent ils sont décisifs, mais parfois ils créent le déclic. Rappelez-vous, en 2008, on perd contre l'Égypte et on se retrouve en finale contre l'Égypte. Mais c'est cette défaite face à l'Égypte qui a tout changé. Le coach Otto Fischer a dû confier l'équipe au cadre au 1984, à savoir Idriss Carlos Kameni, Rigobert Song, Dita et Samuel Eto'o, qui ont mené l'équipe jusqu'à la finale. Donc ces premiers matchs changent tout. Pour la suite de la compétition. Merci mesdames et messieurs, je crois qu'on a bien parlé de foot ce soir. Pour une première, on peut bien prendre une gorgée. Ah bon? Mais pourquoi vous riez? C'était pas mal, c'était pas mal. Merci beaucoup. Il n'y en a pas du tout, hein? Les gorgées dans l'autre sens. Merci à vous, c'est un plaisir. Vous êtes très fort. Me faire rester avec ce froid jusqu'à 22h, vous êtes fort. Vos patrons doivent être fiers de vous. Vous aussi. Vous aussi. Daniel Anisson se retrouve dès que possible, évidemment, tout le monde sera ensemble, et on dit on demande à nos téléspectateurs de rester scotchés. On la retrouve demain. Oui, demain évidemment avec le même plaisir. On vous l'a dit, il y a 3 matchs à suivre, 2 affiches sur Canal 2 International, et on se retrouve aux alentours de 23h pour le débrief de cette 2e journée de compétition ici au Maroc. À bientôt. Maroc 2025 sur Canal 2 International. Diffuseur officiel dès le 21 décembre.
Allez, bonjour. Conseils régionaux entre fermeté et surtout la